Les réseaux sociaux sont une plateforme permettant de relier des individus en ligne. Aujourd'hui, ils sont d'extraordinaires outils de communication entre internautes. Chaque matin que je me réveille, la première des choses, je vais sur les réseaux sociaux pour avoir les informations voilà, du pays bon, et d'ailleurs. Voilà. Moi, personnellement, c'est pour m'informer de l'actualité. Moi, je me mets sur le net pour causer avec des amis, pour avoir des correspondants, bon, pour faire les recherches, quoi. Sur les réseaux sociaux, je me distrais. Voilà, j'échange avec des amis via Messenger. Je publie quelques images de mes activités. Voilà, je profite de faire la communication de mes activités sur les réseaux sociaux. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus incontournables, ils ne cessent pourtant d'être pointés du doigt. Les réseaux sociaux peuvent entraîner des dérives sur la toile. Atteinte au droit, à l'image ou à la vie privée, tout y passe. Comment réagir? Toute personne qui pose sur les réseaux sociaux, font les publications, j'allais dire grossières, sont passives, en principe sont passives de poursuites judiciaires. Avec la technologie aujourd'hui qui a avancé, je pense que l'ATCI a tous les moyens possibles de répertorier telle ou telle personne qui s'adonne à ces actes-là sur les réseaux sociaux. Concernant les actes d'injure et de diffamation sur Facebook, moi je pense que c'est quelque chose à condamner. Parce qu'aujourd'hui, si quand même on condamne ces actes-là, je pense qu'on sera à même de diminuer ou même d'arrêter cela. Pour ma part, ce n'est pas forcément de sanctionner les actes d'injure et de diffamation sur les réseaux sociaux. Toute personne a le droit et a la liberté d'expression. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état démocrate, nous sommes dans un état où il y a la liberté d'expression. Donc le Facebook est comme un journal. Pour moi, il n'y a pas lieu de condamner des personnes qui profèrent des injures sur les réseaux sociaux, mais en même temps, conscientiser ces personnes-là en leur disant que le Facebook est un lieu de distraction et non un lieu où on insulte, un lieu de dépravation sexuelle. La liberté d'expression a ses limites. En mars 2018, pour la première fois en Côte d'Ivoire, la justice a condamné un jeune de 31 ans à 12 mois de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA pour dérive sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait appelé au meurtre et à la violence contre les familles de gendarmes sur le réseau social Facebook. Pendant ce temps, des émeutes avaient cours dans la ville de Mbayakro. Voilà, le postulat est posé, mesdames et messieurs. Nous sommes, vous le constatez, à travers cette magnifique image pilotée par Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Au nom de la rédactrice en chef, je vous dis merci donc d'avoir accepté notre invitation. Donc, de nombreuses personnes estiment qu'Internet, normalement, les réseaux sociaux sont des espaces de liberté d'expression, des espaces de liberté absolue, mais pas de libertinage. Est-ce que ces personnes ont raison de le penser? Je vous remercie pour votre question. Il faut dire qu'au départ, Internet, notamment les réseaux sociaux, ont été inventés pour rapprocher les populations, échanger des documents, faire même de la médecine, faire des travaux scientifiques à distance. Cela permettait à celui qui est en Côte d'Ivoire de pouvoir communiquer à l'instant avec celui qui est aux États-Unis, au Canada, en France ou partout dans le monde. Le but premier était donc de rapprocher les populations. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis quelque temps? La première vision des réseaux sociaux a été dévoyée. De plus en plus, nous assistons à autre chose. Au lieu de constituer donc un facteur de rapprochement, on se rend compte que ça devient un facteur de division, d'appel à la haine, d'appel à la sédition, d'appel à l'opposition des communautés. Et c'est en cela que cela n'est pas normal. Mais je tiens à vous dire que ce ne sont pas des espaces de non-droit. Ça, il faut que ce soit clair parce que déjà, en 2001, le traité de Budapest en Hongrie qui avait déjà posé les jalons de la lutte contre la cybercriminalité. Parce que le monde entier s'était rendu compte qu'au lieu qu'on échange des documents, qu'on se rapproche, certaines personnes malicieuses ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour commettre des infractions. Évidemment, il fallait donc rechercher ces personnes, poser les jalons de la répression de ces infractions. Et c'est ce qui a été repris en Afrique d'abord avec le traité de Malabo,
ensuite les directives de l'Union africaine, et également en Côte d'Ivoire, il y a eu des lois sur la cybercriminalité et tout ce qui concerne les infractions en matière d'Internet. Donc ce ne sont pas des espaces de non-droit, ce sont des espaces qui sont régis par la loi, notamment par la loi pénale. Monsieur le procureur, suis-je libre d'écrire ou de dire ce que je veux sur mon compte, comme on le dit, le mur, puisque j'estime que c'est privé? En réalité, on est libre d'écrire et de dire ce qu'on veut, mais à condition que ça ne heurte pas la loi pénale. C'est vrai, vous pouvez dire, par exemple, de votre voisin, vous pouvez écrire sur votre mur, parce qu'il y a des personnes qui sont très malines, qui ont dans leur chambre des tableaux noirs avec un crayon ou même avec une craie blanche. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les tableaux. Après, ils referment la porte de leur chambre. Ce n'est pas porté à la connaissance de quelqu'un. Mais quand vous sortez de votre chambre, que vous allez sur le mur et que par la suite vous publiez, mais évidemment, vous portez les informations qui étaient d'abord secrètes, qui étaient ensuite dans votre chambre, vous les portez à la connaissance d'autrui. À partir de ce moment, vous pouvez rencontrer la loi pénale. Parce que ça peut heurter, n'est-ce pas, la sensibilité de quelqu'un, ça peut lui porter atteinte à son honneur, à sa sensibilité. Et dans ce cas-là, la loi permet qu'on puisse, n'est-ce pas, vous présenter devant le procureur de la République. Concrètement, quelles sont ces infractions commises via Internet et les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Quelles sont les limites? Je vous remercie pour votre question, parce qu'effectivement, la loi, elle a été votée en Côte d'Ivoire depuis 2013, la loi sur la cybercriminalité. Mais force est de constater que beaucoup d'Ivoiriens qui savent que la loi existe n'ont pas pris le soin d'aller en visiter le contenu, notamment d'aller même s'informer auprès des députés, puisque ce sont les députés qui votent la loi. Elle est d'essence gouvernementale, elle est d'essence aussi parlementaire. Quand c'est une proposition de loi, quand c'est gouvernemental, c'est un projet de loi. Mais quand c'est voté, c'est publié au journal officiel. Il appartient à chacun d'aller visiter cette loi-là pour voir quel est le contenu de la loi. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Et quand vous voyez le procureur sur un plateau comme aujourd'hui, c'est dans sa mission de sensibilisation. Parce qu'on se rend compte que nombre de nos citoyens utilisent à des fins malveillantes des réseaux sociaux. Et donc, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Quelles sont les sanctions prévues par la loi quand on enfreint? Il faut reconnaître que les sanctions sont excessivement sévères. Ça part des peines d'emprisonnement qui vont jusqu'à 20 années en matière d'appel à la haine, à la discrimination sociale, tribale et autres, opposer des communautés les unes contre les autres, des appels au trouble à l'ordre public, ça va jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Et également, les peines vont jusqu'à 50 millions d'amendes. Il y a des cas où il n'y a que l'amende. Mais il faut dire que nombre de nos citoyens pensent que lorsqu'une peine d'amende est prononcée, lorsque c'est seulement l'amende, n'est-ce pas, qui est prévue, que les individus n'iront pas en prison. C'est vrai dans l'immédiat. Mais lorsque vous êtes condamné à payer 50 millions d'amendes, vous payez cette amende à l'État de Côte d'Ivoire. Si vous avez les moyens de vous acquitter de cette amende, évidemment, vous êtes libéré juste après le paiement de l'amende. Mais si vous ne pouvez pas payer cette amende, il y a ce qu'on appelle la contrainte par corps. C'est-à-dire le procureur prend un réquisitoire pour vous garder dans la maison d'arrêt la plus proche pendant un certain délai que le juge va fixer lors de la condamnation. Et si vous n'arrivez pas à payer, vous passez ce délai qui peut aller jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Monsieur le procureur, là vous parlez de quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien. Oui. Quid d'une personne qui est au Danemark, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde et qui profère donc des menaces, qui insulte à tout va. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Ou du moins, quel peut être le mécanisme de sanctions prévu à l'endroit de cette personne? Je voudrais vous remercier pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent se cacher derrière un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp ou même une page Facebook. Il n'en est rien. Autant Internet n'a pas de frontières. Il n'a pas de rédacteur en chef. Il n'y a pas de rédacteur en chef, même si dans certains blogs ou des administrateurs, il y a quand même des modérateurs. Mais autant il n'y a pas de limite virtuelle, autant il y a la possibilité toujours
d'utiliser les mécanismes de répression, même internationaux. Nous avons signé des accords de coopération internationale. Il y a la police Interpol. Nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être, au besoin, lancés contre ces personnes. Mais il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander son extradition. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il y a la possibilité... Si c'est une personne en exil, monsieur le procureur, si la personne est exilée? Exilé, oui, mais être en exil ne veut pas dire commettre une infraction. Et il ne faudrait pas oublier que cette infraction, qui est infraction en Côte d'Ivoire, peut être également pénalement réprimée dans le pays d'accueil. Et si l'État de Côte d'Ivoire, si les juridictions ivoiriennes recherchent cette personne pour l'infraction précise, on peut demander à l'État requis de regarder les agissements de cette personne. Et pour condamner quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir la nationalité du pays qui accueille. Il faut juste avoir commis une infraction. Si l'infraction commise est réprimée en Côte d'Ivoire et dans l'État d'accueil, on n'aura pas besoin. L'État d'accueil va se charger lui-même de réprimer parce qu'aucun pays ne peut prêter son territoire à la commission d'infraction. Mais vous le savez, en matière d'Internet, effectivement, il y a des gens qui utilisent de faux profils, des avatars et autres. Et donc, la recherche est difficile, mais elle aboutira forcément parce que aujourd'hui, avec la police scientifique, même quand vous commettez une infraction dans la vie réelle, je parle de la vie de tous les jours, je parle de l'espace virtuel comme Internet, le délinquant laisse toujours des traces sur le lieu du crime. Et il revient des fois. Il revient des fois, mais il laisse toujours des traces. Soit ce sont des empreintes, des traces de sang, des gouttes de sueur, nous avons toujours la possibilité. Mais en matière d'Internet également, c'est la même chose. Vous avez toujours un numéro de téléphone. Vous avez un compte Facebook. Vous avez un numéro WhatsApp. Le numéro de téléphone est à la base préalablement identifié. Et même, vous savez que même dans les cyberespaces, les mineurs n'ont pas accès. Il faut absolument qu'ils soient parrainés par un majeur. Et en cas de délit reproché à ce mineur, c'est le majeur qui viendra pour assumer. Et donc, il faut que les uns et les autres comprennent que les tests de répression existent en matière de cybercriminalité. Je le dis, c'est vrai que ceux qui ont voté la loi devaient la porter à la connaissance du public. Sensibiliser, parce que les électeurs, c'est eux qui donnent mandat aux députés d'aller voter le test. C'est à eux de demander aux députés, mais la loi que vous êtes allé voter, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis libre de dire, de faire tout ce que je veux sur le réseau social? Est-ce que je peux appeler au meurtre? Est-ce que je peux appeler à la sédition, à la destruction des biens publics ou privés? Injures, xénophobie. Injures, xénophobie, racisme, tout ça. On doit pouvoir leur dire, ah non, non, stop, ou faites attention parce que nous avons la police scientifique, nous avons la direction de l'informatique et des traces technologiques, nous avons la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont des instruments techniques dont dispose l'État de Côte d'Ivoire pour rechercher, traquer et ensuite mettre fin à l'agissement de ceux qui pensent que Internet est un moyen de non-droit, où on peut tout se permettre, et il n'est pas vrai. Alors, monsieur le procureur, quand quelqu'un fait une publication de nature, on va dire, à être qualifiée d'infraction, tous ceux qui commentent en bas sont responsables aussi? Il faut distinguer. La responsabilité pénale est personnelle. Mais il y a également des tests qui répriment ceux qui reproduisent et ceux qui permettent de divulguer. En fait, c'est ça. Parce qu'une information qui passe, avant de faire sienne cette information, il faut prendre le soin de vérifier. Parce que la duplication, la divulgation, sans avoir vérifié de certaines informations, est aussi répréhensible. Et c'est pour cela que, avant de partager une information, il faut s'assurer de sa véracité
Et il faut s'assurer du fait que cette information n'est pas elle-même constitutive d'une infraction à la loi pénale. Auquel cas, vous également, vous allez, n'est-ce pas, répondre de vos faits. Alors, est-ce que je suis responsable d'un commentaire sur ma page, sur mon blog, un commentaire qui peut être antisémite, qui peut être négationniste, qui peut être séditionniste, enfin, un commentaire qui est sur ma page, sur mon blog, qui n'émane pas directement de moi? Je vous remercie. Vous savez que depuis un moment, depuis l'année dernière déjà, j'avais initié plusieurs rencontres avec déjà les administrateurs des forums Facebook et autres. Il est clair que la première responsabilité incombe à celui qui fait la publication contraire à la loi. Mais celui aussi qui offre, n'est-ce pas, son blog à des personnes pour commettre des infractions peut aussi engager sa responsabilité pénale. Parce qu'il lui appartient, il appartient aux administrateurs de faire signer d'abord des chartes de bonne conduite, de bonne utilisation. Il leur appartient également de trouver des modérateurs qui vont veiller à ce que les contenus publiés ne soient pas illicites. Et il y a également, comme je l'ai indiqué, la police scientifique à travers la DITT ou la PLCC qui dit, par exemple, que cette publication, elle est contraire à la loi. Il appartient aux blogueurs de retirer immédiatement et sans délai. Faute pour l'administrateur de le faire, évidemment, celui qui ne le fait pas rapidement peut être, n'est-ce pas, soumis à des sanctions pénales. Alors, monsieur le procureur, faut-il nécessairement une plainte pour qu'il y ait poursuite d'une infraction commise sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Cela dépend. Cela dépend effectivement parce que généralement c'est en matière de diffamation et autres. En droit ivoirien et au terme, n'est-ce pas, de la loi, il y a ce qu'on appelle la diffamation envers les personnes privées. Quand par exemple, Tata Pion, un citoyen lambda, est l'objet d'une diffamation sur les réseaux sociaux, il appartient à ce citoyen, à cette personne lésée, offensée, de porter une plainte. D'accord. Cette plainte se fait soit directement à la police ou à la gendarmerie, soit adressée au procureur de la République que je suis. L'un dans l'autre. Même quand c'est adressé à la gendarmerie ou à la police, ces unités-là font une enquête et les travaux sont dirigés, les procès-verbaux qui en résultent sont acheminés au procureur. Maintenant, à côté de cela, il y a des personnes qui sont dépositaires d'une charge publique. Ces personnes-là sont protégées spécialement du fait de la fonction qu'elles incarnent. Il s'agit de? Il s'agit par exemple du Premier ministre, des ministres, des magistrats, des policiers, du président de la République. Il s'agit des personnes... Vice-président également, tout ça? Comment? Le vice-président? Oui, le vice-président également. Il s'agit de ces personnalités-là qui sont dépositaires d'une charge publique. Là, quand c'est comme ça, quand ces personnes-là font l'objet d'une infraction, évidemment, le procureur peut s'auto-saisir. Pour les personnes privées, il leur appartient elles-mêmes de porter une plainte. D'accord. Ça n'appartient pas au procureur, parce que le procureur peut estimer que c'est une diffamation à l'égard de ces personnes, mais ces personnes peuvent estimer qu'il n'y a pas lieu à. Mais pour les personnes dépositaires d'une charge publique, le procureur s'auto-saisit. C'est la loi ivoirienne qui le dit. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous avez cité des personnes qui sont intouchables, en griffe dans le domaine, mais quand ces personnes dont vous venez de parler, via le net, véhiculent des messages qui sont parfois contraires à l'éthique ou à l'esprit vraiment requis par rapport à ce que vous dites, comment ça se passe? Par exemple, un homme politique, un ministre, un député, un militaire, un militaire par exemple, en pleine campagne électorale qui a une attitude alors que le code électoral est clair, qui a des messages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites? Je vous remercie pour cette question parce que ça nous a été souvent de fois posé. Il faut distinguer ce qu'on appelle les propos de campagne. Vous savez, faire la campagne, c'est faire la publicité. Vous avez vu qu'avant chaque élection, pendant un délai qui peut osciller entre 1 semaine et 2 semaines, il est permis aux candidats d'aller à la rencontre des électeurs. Évidemment, ce sont des propos de campagne. On va pour faire sa publicité. M. Govoy, tout à l'heure, pendant que j'attendais dans l'antichambre, j'ai vu qu'il y avait de la publicité. J'ai même vu une publicité à l'époque où il y avait des véhicules qui traversaient l'eau ou des véhicules qui s'envolaient.
Évidemment, celui qui va acheter un tel véhicule, si demain il rentre dans l'eau et que le véhicule est hors d'usage, il ne va pas se dire « Ah non, 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 il faut que j'assigne immédiatement. » Il faut rechercher la responsabilité. C'est ça aussi la campagne électorale. Donc c'est normal quoi, que ces personnes-là... Au cours de la campagne, vous savez, au cours de la campagne, on fait sa publicité. On dénigre un tout petit peu aussi l'adversaire, mais c'est vraiment de bonne guerre. Des fois, c'est poussé. Reste... Hein? Des fois, c'est poussé. Oui, mais à condition que ça ne dépasse pas certaines limites. Les limites sont fixées comment? Non, vous savez, les limites, ça doit être évident. Ça doit être évident. Si au cours d'une campagne, on prend des armes et puis on s'en va tirer sur son adversaire, évidemment, on a dépassé la limite infranchissable. Et quand pendant une campagne, on tient un discours et qu'on a une arme et que tout le monde sait? Ah non, au cours d'une campagne, personne, aucun citoyen qui n'a pas un permis de port d'armes ne peut porter d'armes. Ça, c'est clair. Comme je dis, s'il y a des infractions qui sont dénoncées, évidemment, nous poursuivons. Mais la période de campagne, les propos qui y sont tenus, comme on dit, sont des propos de campagne. Mais pourtant, c'est dans cette même période-là qu'il y a des injures, ça vole très bas, xénophobie, vraiment, c'était vraiment chargé. C'était vraiment chargé. Mais à vous entendre, on a l'impression que, bon, c'est la campagne, on laisse, c'est la campagne, on laisse. Ça en a un peu peur, ça qu'on entend. Évidemment, je vous ai dit que au cours de la campagne, ceux qui sont... Tous les coups sont permis? Non, pas forcément. Mais ceux qui recherchent les voix des électeurs ont la possibilité de dire certaines choses. Il n'y a jamais de reddition de compte après une élection où on dit « Ah, mais vous avez promis cela au cours de la campagne, pourquoi vous n'avez pas réalisé, vous êtes en infraction ». Mais ce n'est pas l'occasion non plus. Pour ceux qui ne recherchent même pas de voix de certains électeurs de commettre des infractions, parce que c'est limité, la campagne c'est pour ceux qui recherchent des voix. Mais il ne faudrait pas aussi que certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la campagne se disent « Ah non, 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 comme c'est le moment où on peut tout dire, il faut que je... » Non. Non, non, non. Ça, il faut que ce soit clair. Comme je vous l'ai indiqué, la police scientifique, à travers la DITT et la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, veille au grain. Et je voulais relever, et c'est très important de le dire, que aujourd'hui, nous sommes dans un monde en proie au terrorisme. Autant les uns et les autres utilisent Internet, malheureusement pour nous, les terroristes également utilisent Internet. Et lorsque la DITT, à travers la PLCC, ont mis en place les moyens de surveiller les réseaux sociaux, c'était surtout pour parer aux attaques terroristes. Parce que parfois, il y a des messages qui sont véhiculés, qui sont diffusés, qui tendent à la radicalisation des uns et des autres pour commettre des attentats. Donc, le but premier de la cybercriminalité, des tests, c'était vraiment de réprimer ceux qui pouvaient par traîtrise nous surprendre, utiliser nos réseaux sociaux pour porter atteinte aux personnes et aux biens. C'était ça le premier but. C'était même pas pour vraiment réprimer un citoyen. Mais évidemment, la loi est faite pour tous. Donc, tant que certains citoyens, à côté des objectifs nobles d'Internet que j'ai développés précédemment, utiliseront les réseaux sociaux pour invectiver, pour pousser, pour faire des appels à la haine, à la discrimination. Évidemment, la loi va s'appliquer à eux. Mais je tiens et je dis et je redis, il ne faudrait pas que l'Ivoirien, nous les Ivoiriens, nous prenions tout le temps pour distraire nos organes de police qui sont chargés de veiller sur notre sécurité. Il ne faudrait pas qu'on les occupe à 90% pour rechercher certains de nos concitoyens qui vont commettre des infractions. Je crois qu'il y a plus important et il y a plus grave. Et c'est pour cela que le procureur fait sa mission de sensibilisation, d'éducation. Il faut qu'on se dise, le réseau social qui est là, c'est vraiment pour pouvoir rapprocher les individus, éviter qu'il n'y ait des infractions. Alors, monsieur le procureur, on a bien compris qu'il ne faut pas tout se permettre sur Internet. Alors, quels sont les conseils que vous donnerez pour pouvoir bien utiliser et mieux utiliser les réseaux sociaux? C'est ce que j'avais commencé à dire. Il faut d'abord se dire qu'on doit communiquer, échanger les informations, se faire des amis, mais surtout pas porter atteinte aux personnes, aux biens publics et privés.
L'actualité, il faut qu'on en parle, c'est matin bonheur, parce qu'on a toujours un arrimage dans l'actualité. Il y a ce jeune étudiant qui a été arrêté, il a été relâché? Il n'est pas encore relâché, le dossier se trouve chez le juge d'instruction. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que comme je l'ai indiqué, il y a, avant de divulguer une information, avant de publier une information, il faut d'abord en vérifier la véracité. D'accord. Lorsque vous publiez de façon téméraire, mais la loi s'applique à vous de façon téméraire, un étudiant, c'est celui qui est en train de faire des études, en train de faire des recherches, de se former, de s'informer et avant tout, de pouvoir prendre des décisions en toute responsabilité. Si ce n'est pas le cas, évidemment que la loi vous rattrape, le juge d'instruction est déjà saisi, je crois qu'il est en train de faire ses investigations et le moment venu, évidemment, il décidera de son sort. Très bien. Merci infiniment, monsieur le procureur.